La Nouvelle-Calédonie attend François Mitterrand. Il arrivera à Nouméa samedi matin. Les entreprises du bâtiment attendent elles aussi les mesures de relance annoncées hier soir par le chef de l'État. Invité de ce journal, Jean-Pierre Fourcade, qui vient d'écrire un essai politique sur la tentation social-démocrate. La loi Veil a 10 ans et pourtant les avortements clandestins n'ont pas disparu en France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'actualité politique aujourd'hui se résume essentiellement dans les réactions et les commentaires après la longue interview donnée hier soir à la télévision par François Mitterrand. Commençons par le sujet le plus brûlant, la Nouvelle-Calédonie. Comme il l'a annoncé, le président de la République a pris l'avion ce soir pour Nouméa, où il arrivera samedi matin. Sur place, l'annonce de ce voyage a causé une grande surprise, comme nous l'explique notre envoyé spécial, Fernand Tavares. Lorsque Nouméa s'éveille, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. L'effet de surprise est total. Il est vrai que la population vit encore sous le choc de 3 événements traumatisants. Les circonstances de la mort d'Iftual et d'Éloi Machoro, l'émeute du week-end dans la capitale. Alors la venue du président de la République dans un tel contexte provoque, il est vrai, une certaine stupéfaction. Mais dans la pire des situations, dit-on, c'est peut-être le meilleur moment. Il vaut mieux que le plus haut personnage de l'État vienne parler clair et que sur ses propositions, chacun se détermine en connaissance de cause. Le fait de recevoir le président de la République française, le président de tous les Français, sur une terre française, est une très bonne nouvelle. Si M. Mitterrand vient nous annoncer, admettons, un référendum national, que ça peut vouloir dire qu'il transforme le problème kanak en problème interne français. Et ça risque d'être grave pour nous. La préparation du voyage présidentiel s'est mise en route tambour battant. Au cœur des préoccupations, la sécurité. Tous les véhicules entrant dans Nouméa font l'objet depuis cet après-midi de fouilles minutieuses. Près de 5000 militaires sont également mobilisés. Et le navire-école, la Jeanne d'Arc, qui devait prendre la mer demain, restera 3 jours de plus en Nouvelle-Calédonie. On apprend également ce soir qu'Edgar Pisani a reçu dans le plus grand secret les leaders du RPCR et du FLNKS pour préparer les différents entretiens. Quant au maire de Nouméa, M. Larocque, il a appelé la population à des manifestations essentiellement patriotiques. Cela dit, on croit aussi savoir que le président de la République pourrait se rendre en brousse à la fois dans une tribu kanak et chez des colons. En dehors du voyage en Nouvelle-Calédonie, on retient essentiellement aujourd'hui 3 thèmes de l'interview de François Mitterrand qui ont été largement commentés et sur lesquels nous allons maintenant faire le point. Ce sont les télévisions privées, la relance du bâtiment et des travaux publics et les solutions rapides qu'il souhaite pour résoudre la crise que traverse la régie Renault. Oui aux télévisions privées, mais pas dans l'anarchie, dit à son tour aujourd'hui la haute autorité, qui a rendu publiques des réflexions de fond sur les conditions de libéralisation des ondes hertziennes. Fort de leur expérience en matière de radio et des erreurs à ne pas répéter, les 9 sages suggèrent la publication d'un plan de fréquence précis qui engage toutes les parties. Autre verrou de sécurité, imposer aux télévisions privées locales ou nationales l'obligation de produire dans une bonne proportion des programmes originaux afin de juguler l'inflation des productions étrangères non francophones. Bien en avance sur le futur rapport Bredin, la haute autorité veut montrer qu'elle est peut-être la mieux placée pour organiser cette nouvelle liberté. La crise du bâtiment, c'est 300 000 logements neufs mis en chantier en 1984, soit le plus bas niveau depuis 1955 et une baisse de 10% par rapport à 1983. C'est 130 000 emplois perdus en 2 ans. Et pour 1985, des perspectives sombres. Le secteur du bâtiment devrait accuser une nouvelle baisse en volume de 1,5 à 3%, ce qui entraînerait une perte de 35 à 50 000 emplois. Côté entreprise, on souhaite des mesures d'urgence. D'abord, la gestion des effectifs. Pour les entreprises de bâtiment, le problème est totalement différent. Vous allez comprendre, nous ne pouvons pas stocker. Donc nous n'avons pas les mêmes possibilités de prévision dans la gestion de nos effectifs. C'est donc fondamental. Oui. Deuxièmement, la santé des entreprises. Il faut leur redonner une santé financière. Le président de la République a parlé l'année dernière d'un moratoire. Un moratoire, c'est d'abord un soutien financier exceptionnel en aménageant
le remboursement, si je peux m'exprimer ainsi, des dettes des entreprises, ainsi que leurs coûts. Et puis les charges des entreprises, les charges sociales des entreprises du bâtiment, qui sont des entreprises de main-d'œuvre, sont trop élevées. Côté particulier, le crédit foncier a déjà baissé de 1 point le taux des PAP, prêts d'accession à la propriété, et la loi de finances de 1985 prévoit une réduction d'impôt pour tous les logements neufs destinés à la location. Le gouvernement ira-t-il plus loin ? S'il s'agit de baisse de crédit, de réduction d'impôt, ces mesures ne peuvent être que positives. Encore faut-il savoir quelle sera l'ampleur de cette baisse de crédit et de cette réduction d'impôt. Parce qu'il y a déjà mesures pour les impôts. Il y a eu amorce de changement de cap, nous avons eu l'occasion de le dire, mais il s'agissait d'une politique de petits pas. Je sais bien qu'avec des petits pas, nous pouvons aller loin, mais nous considérons qu'aujourd'hui, il faut un véritable choc psychologique pour redonner confiance. La relance de l'économie par le bâtiment, c'est la moins dangereuse. C'est un secteur peu inflationniste qui ne se traduit pas par une forte hausse des importations, la plupart des matériels et matériaux étant de provenance française. Et c'est un secteur qui crée des emplois. En attendant plus de précision, on peut supposer que c'est le PDG de Renault qui est visé. Pour Bernard Arnault, 1984 a été une année noire qui se solde par un déficit de 8 à 10 milliards. Parmi les causes, de nombreuses erreurs commerciales, une gamme qui s'essouffle, ce qui fait que Renault est maintenant dépassé en France par les étrangères et par le groupe Peugeot. Avec les syndicats, le plan du PDG pour réduire les effectifs a également échoué. Mais pour la CGT, le problème, ce n'est ni le PDG ni les effectifs, mais une bonne gamme et la qualité. Par exemple, la R25. Eh bien, la régie Renault a mis en place une catégorie de travailleurs qu'elle avait supprimée dans le passé, ça s'appelle les contrôleurs. Eh bien, le fait d'avoir créé de nouvelles responsabilités professionnelles avec des hommes sur le terrain, ça permet des économies. Sachez qu'actuellement, à la régie Renault, 4 milliards 500 millions sont perdus à cause justement des retouches ou autres problèmes existants. C'est énorme. Mieux vaut payer des hommes, les aider dans une formation pour être au fond plus armés sur le marché, plus rentables en définitive. La CGT critique aussi les investissements à l'étranger, aux USA en particulier. Sans demander un repli sur la France, André Saint-Jean estime que cette politique coûte trop cher et ne rapporte pas assez en exportation. Sa conclusion, Renault ne peut être fort mondialement s'il est faible en France. Pour conclure sur ce chapitre de l'interview du président de la République, la réaction de Jean-Pierre Fourcade, qui, je vous le disais tout à l'heure, est avec nous pour parler tout à l'heure du livre qu'il vient de publier. Monsieur Fourcade, quelle impression générale avez-vous retirée de cette interview à la télévision hier soir? Je trouve que le président de la République a de grandes qualités d'avocat, mais je suis très peu convaincu par son action de chef d'État. L'annonce théâtrale du voyage en Nouvelle-Calédonie, j'aurais franchement préféré qu'il la fasse bien avant et qu'il aille en Nouvelle-Calédonie avant le vote du statut de 1984 et non pas aujourd'hui. Et quant à la politique économique et sociale qui a constitué le cœur du débat d'hier soir, je considère que le président de la République n'a pas dit l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est que parce que en 1981-1982, le gouvernement a fait une politique démagogique et une politique à contre-courant de celle de tous nos partenaires européens, en 83 et en 84, l'économie française a reculé. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est affaibli par rapport à ses concurrents, et on vient de le voir dans l'affaire de Renault et dans les problèmes du bâtiment qui ont été signalés. Nous avons devant nous un chemin très dur pour remonter la pente, ne serait-ce que pour retrouver le niveau auquel nous étions en 1981. Voilà la réalité. Malgré toutes les plaidoiries, je crois que nos concitoyens sont très conscients de ces réalités et n'ont pas été très entamés dans leurs convictions par ce qu'a dit hier soir le président de la République. Bien, Monsieur Fourcade, on vous retrouve dans un instant pour parler de votre livre avec Michel Naudy. En attendant, voyons le reste de l'actualité. D'abord, un dirigeant communiste français de haut niveau qui vient de se suicider à Paris. Jean Colpin, membre du bureau politique, s'est tué aujourd'hui d'une balle dans la tête. On a retrouvé à son domicile une lettre dans laquelle Jean Colpin explique les raisons de son geste. Le contenu de cette lettre n'a pas été publié, mais on dit qu'il y récuserait d'avance une interprétation politique de son geste et qu'il invoquerait des problèmes de santé. Georges Marchais a envoyé tout à l'heure un télégramme de condoléances à sa femme, qui est journaliste à l'Humanité Dimanche. La Jamaïque vit depuis 2 jours dans un climat d'émeute. Cela ne doit pas laisser indifférent Washington, car les Caraïbes sont à la porte des États-Unis et considérés comme une zone sensible à cause des influences possibles de Cuba. Memona Hinterman.
Plus de 21% d'augmentation des prix des produits pétroliers et la Jamaïque bascule dans une vague d'émeutes. Kingston, la capitale, est hérissée de barricades. Des vieux pneus et des voitures brûlent aux quatre coins de la ville. Les manifestations se sont propagées jusque dans le nord de l'île. Déjà 6 personnes au moins ont été tuées. Toutes les activités ont été paralysées, la circulation interrompue, les écoles et les commerces sont fermés. Le Premier ministre, le travailliste Edward Seaga, a lancé un appel au calme. Depuis son arrivée au pouvoir en 1980, celui-ci a engagé une politique d'austérité sous les auspices du Fonds monétaire international. Chômage, hausse des prix, faim, ces émeutes s'inscrivent sur un fond de violente misère. Les États-Unis observent. La loi Simone Veil sur l'interruption volontaire de grossesse a 10 ans tout juste aujourd'hui. Le recul est maintenant suffisant pour faire un bilan de cette loi encore controversée. Le planning familial, lui, met en lumière certaines insuffisances du texte. Il vient de révéler dans une enquête que les avortements clandestins n'avaient pas disparu en France et beaucoup s'en faut. Anne Rongère. 1971, le manifeste des 343. Des femmes ont avorté et elles le disent. 1975, l'IVG est autorisée. Pourtant, 10 ans après, plusieurs milliers de femmes, 6 000 selon le planning familial, ont recours à l'avortement clandestin. C'est le cas de Patricia. Enceinte sous pilule, elle a dépassé le délai légal de 10 semaines. 15 jours pour avoir le rendez-vous. Le rendez-vous d'échographie? Oui. Le rendez-vous d'échographie, j'ai attendu 15 jours, donc ça m'a fait perdre 2 semaines. Et l'échographie a certifié une grossesse de 15 semaines. D'accord, donc 3 semaines de retard, voilà, pour pouvoir pratiquer l'IVG en France. Alors que vous allez partir faire une IVG en Angleterre? Oui, je pars en Angleterre. Les hôpitaux pratiquent quasiment tous des interruptions de grossesse, mais un nombre très très limité, ce qui fait que les délais sont très longs. Il est très très fréquent que les femmes s'adressant aux hôpitaux s'entendent dire, pour pratiquer l'IVG, qu'il faut un délai de 3 voire même 4 semaines. Pour peu qu'elles soient déjà 7-8 semaines de grossesse, le délai est dépassé. Même si l'on n'en est plus au temps des faiseuses d'anges, chaque année, 7000 femmes vont encore avorter à l'étranger, en Angleterre surtout, où le délai légal est de 28 semaines. Le dépassement de délai représente donc la principale cause des IVG clandestines, avec les mineurs, 15%, et les étrangères, 17%. Nous voyons une chose qui est nouvelle, c'est qu'à peu près 25% des femmes que nous avons vues hors cadre légal cette année au planning, leur cas a été résolu en France. Ça, c'est nouveau. Mais cela veut dire que des médecins, entre autres, prennent, et puis le planning, bien sûr, prend des risques pour ces femmes. Il est dommage que toutes les femmes ne soient pas égales. Cette loi, si vous êtes enceinte de 10 semaines, moins un jour, vous êtes dans la légalité, plus un jour, eh bien vous êtes une criminelle. 10 ans après, la loi Veil sera-t-elle modifiée, comme le demandent certains groupes de féministes? Rien n'est moins sûr. Après la récente controverse soulevée par Jacques Chirac, c'est la notion même d'avortement qui est remise en cause. L'IVG est redevenue un débat politique. La tentation social-démocrate, c'est le titre du livre que vient de publier Jean-Pierre Fourcade aux éditions Plomb dans la collection Tribune Libre, un livre qui sortira demain dans les librairies et dont M. Fourcade a réservé la priorité, la primeur des commentaires à Soir 3 et à Michel Naudy. Eh bien, Monsieur le Ministre, j'ai lu avec attention, vous l'imaginez, votre ouvrage, et je me demande, et ne voyez pas de malignité dans ma question, si vous ne vous êtes pas trompé de livre et de titre. Pourquoi? Eh bien parce que vous semblez manifester une inquiétude que je comprends à l'apparition d'un projet et d'un consensus social-démocrate en France, mais vous êtes au moins aussi sévère à l'égard de ce que vous appelez le courant individualiste et qui peut aller, selon les circonstances, de M. Le Pen à certains amis de M. Chirac, voire même à certains membres de l'UDF. Alors est-ce que ce livre n'aurait pas dû s'appeler tout simplement La tentation de la droite? Je ne crois pas. J'ai fait ce livre pour 2 raisons. D'abord parce que le climat politique a changé l'été dernier, avec la rupture de l'union de la gauche et avec le départ des communistes. Et en second lieu parce que les élections de 1986 s'approchent et je suis inquiet de voir que l'ensemble des forces de l'opposition n'a pas encore proposé à nos concitoyens une alternative crédible, avec un certain nombre de mesures et un certain nombre d'objectifs qui seront soumis à l'ensemble de nos concitoyens. Le climat politique a changé puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on va sortir enfin de cette espèce de discussion manichéenne entre la droite et la gauche, et il y a plusieurs projets de société, et il y a un risque, c'est que, comme les libéraux dont j'étais, avant 1981,
n'ont pas toujours échappé à la tentation social-démocrate et qu'ils ont beaucoup matiné de social-démocratie leurs mesures. Et comme à l'heure actuelle, je constate, et je l'ai encore vu hier soir, que le président de la République est en train de revenir d'un socialisme à la française, un peu nouveau, vers le vieux système social-démocrate, et hier soir il l'a dit à plusieurs reprises, eh bien j'ai peur que finalement, après 1986, dans la confusion, on fasse un peu n'importe quoi, en croyant faire du libéralisme, alors que ça sera simplement une espèce de système suédois accommodé à la sauce française et consolidant l'expérience socialiste. D'où ce livre. On peut se demander si, face à ce danger que vous repérez, enfin ce qui est un danger pour vous tout au moins, vous avez une alternative crédible. Parce que j'ai une autre proposition de titre à vous faire, c'est l'aveu. Il me semble qu'il y a un aveu terrible dans votre livre. Vous dites à un moment donné que la seule référence sérieuse qu'il y aurait pour une plateforme commune de l'opposition, c'est le projet appelé Programme de Blois et signé en 1978 par M. Barre. Mais n'est-ce pas précisément ce que les Français ont refusé en 81, M. Fourcade? Écoutez, en 78, je constate que malgré tout ce qu'avaient dit beaucoup de gens et malgré une campagne extraordinaire, les Français ont adopté le Programme de Blois et ils ont réélu la majorité de l'Assemblée nationale qui se présentait devant eux. Pour s'en défaire 3 ans après. Oui, mais enfin, ils l'ont réélu en 1978. Je constate que le Programme de Blois, ce n'est pas, à mon avis, une base doctrinale considérable, mais c'était ce que je souhaite que le RPR et l'UDF, et l'ensemble de leurs alliés, arrivent à présenter pour les élections de 86. Je pense en effet que dans l'évolution profonde de la société française, et dans mon livre, au lieu de faire un exposé doctrinal, comme vous l'avez vu, j'ai essayé de prendre les vrais problèmes, le chômage, l'insécurité, l'incivisme, la bureaucratie, qui sont vraiment les difficultés dans lesquelles se débattent nos concitoyens, et j'ai essayé de voir sur quel point les libéraux d'autrefois s'étaient trompés, pourquoi les socialistes, depuis 3 ans, ont fait un certain nombre d'erreurs et conduit notre pays à des difficultés très graves dans lesquelles il se débat aujourd'hui. Et j'ai essayé également, et vous avez raison, de dire qu'il ne fallait pas, par un retour de balancier formidable, revenir à une espèce de libéralisme, d'ultralibéralisme de la fin du siècle dernier, qui consistait à supprimer la sécurité sociale et l'ensemble des lois et règlements que nous connaissons. Là, vous vous heurtez à un autre, si vous permettez, un dernier point, vous vous heurtez à un problème réel. C'est comment dégager une perspective politique qui ne soit pas la décalcomanie à quelques indices près de ce qui a été fait pendant 7 ans. Parce que vous résumez d'un mot très bien votre projet. Vous dites l'État doit améliorer la productivité des entreprises dans le cadre d'une ouverture confirmée de nos frontières. Mais vous l'avez fait pendant 7 ans, ça. Non, je crois, si vous voulez, que beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de penseurs et de ceux qui écrivent, je pense aux hommes politiques qui font des réflexions sérieuses, je ne pense pas à ceux qui se contentent de manipuler des petites phrases tous les jours, n'ont pas compris dans les années 70-75 que l'ensemble de nos sociétés occidentales entraient dans une mutation profonde et longue. Et j'ai sans doute fait partie moi-même de ceux qui pensaient que la crise serait de courte durée. Elle est en fait de longue durée. Et la société française des années 90 ne sera pas du tout ressemblante à celle qu'elle était en 1970. C'est normal. Et d'ailleurs, toutes les générations qui sont derrière nous le sentent très bien. Par conséquent, je crois que ce qu'il faut faire, c'est sortir du socialisme, non pas en retrouvant une nouvelle idéologie. Et c'est ce que je reproche à ce que j'ai appelé les individualistes, qui sont contre l'État, contre les syndicats, contre les partis, contre la politique, contre tout. Mais je crois qu'il faut faire un libéralisme réel, c'est-à-dire un libéralisme qui soit non pas seulement un système économique, sur lequel je crois que beaucoup de gens sont maintenant d'accord, mais qui soit un élément de vie commune, qui soit tolérante, qui soit calme, et qui accepte la discussion avec tous ceux qui ont des idées différentes. Et si j'ai mis les 4 projets fondamentaux, le projet communiste, le projet socialiste, le projet libéral et le projet individualiste en scène dans cette affaire, j'ai essayé de démontrer que la recherche, vous savez, d'une espèce de système dans lequel la société française serait une vaste omelette, dans lequel il suffirait de couper les deux bouts, l'extrême gauche d'un côté, l'extrême droite de l'autre, pour que tout le monde soit d'accord, était un faux semblant, était un risque pour la France. Autrement dit, pour conclure, il y a toujours 4 morceaux à l'omelette. Je crois qu'il y a toujours 4 morceaux à l'omelette, 2 sont plus gros que les 2 autres, mais je crois qu'il faut choisir entre le morceau libéral et le morceau socialiste. Eh bien, à nos couverts, à nos fourchettes. Merci, Monsieur le Ministre. Le froid continue de paralyser en partie la vie de notre pays et même si le redout annoncé par la météo commence à se manifester, le gel continue de poser bien des problèmes. Les oiseaux, par exemple, meurent par milliers depuis le début de cette offensive. Une véritable hécatombe, en particulier dans le bassin d'Arcachon. Regardez.
Ces curieux bouquets de plumes qu'on ramasse ce matin sur les bords du bassin d'Arcachon, ce sont des aigrettes garzettes, victimes par centaines sur le littoral atlantique des températures extrêmes de ces 2 dernières nuits. Hier et ce matin, le parc ornithologique du Teche a enregistré sous abri moins 18 degrés. Alors en premier, ce sont les pattes qui gèlent, vous voyez. Les pattes elles sont complètement raides, les deux. Là, elles sont mortes, les pattes. Et même le bec. Le bec est gelé, vous voyez, la glace dedans. Celle-là, c'est pareil. Sur le littoral, d'autres populations sont menacées, les vanneaux, les martins-pêcheurs, les bécasses et même les canards. Le scénario est toujours le même, les vasières étant gelées, les oiseaux ne peuvent plus s'alimenter. Pour un grand nombre d'espèces, le bassin d'Arcachon était un des derniers refuges européens. Si le froid devait se poursuivre, ce refuge pourrait se transformer en un piège mortel et glacé. Encore des rencontres sportives annulées à cause du froid. La prochaine journée du championnat de France de football a été reportée. Aucun match ne sera disputé samedi. Le rallye Paris-Dakar lui aussi est arrêté, non pas à cause du froid bien sûr, mais à cause d'un vent de sable très violent qui a bloqué tous les concurrents et leur escorte en Mauritanie. Cinéma, l'événement de la semaine prochaine, c'est la sortie du nouveau film de Jean-Luc Godard, Je vous salue Marie. Mais un événement, Henri Chapier, que nous ne pouvons pas accompagner ce soir de la moindre image, ni de la présence du reste de Godard pour expliquer le contenu de son film qui vous a laissé un peu incrédule. Mais oui, écoutez, moi, ce film, je le trouve pas très réussi et je me demande si les raisons de ce blackout, c'est-à-dire de ce camouflage total, pas d'image, pas d'arrivée de Godard en plateau, ne cache pas une nouvelle façon de faire, c'est-à-dire une mystification, à savoir que Godard se réserve la joie d'être le protagoniste d'une seule émission de télévisée, peut-être un journal, d'ailleurs je ne le sais pas, c'est ce qui m'a été dit. Alors s'il ne vient pas le défendre, ce n'est pas que je ne sois pas là pour le faire, c'est qu'il s'agit d'un film qui s'appelle Je vous salue Marie, et c'est la transposition absolue de ce que vous avez tous appris au catéchisme, ou lu ou entendu, à savoir que ça a été transposé de la manière suivante. Marie est une très belle joueuse de basket qu'on voit nue la plupart du temps, nue et enceinte. Et Joseph est un chauffeur de taxi un peu nerveux, mais fidèle, mais très amoureux. Eh bien, je trouve que les images sont fort belles, mais vous savez, quand on commence à dire d'un film que les images sont belles, ça donne à penser un tout petit peu. Alors, il se peut, évidemment, que ce film soit récupéré par certains catholiques, ceux qui avaient récupéré aussi Théorème de Pasolini. Mais très franchement, Godard n'a pas eu de crise mystique, je n'y crois pas, il a plutôt une crise de promotion. Et ça, on est bien obligé de le dire, car de temps en temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien, à bon entendeur, salut. La compagnie Air France, qui vient de publier son bilan financier, annonce un bénéfice de 530 millions de francs en 84, 6 fois plus élevé que l'année précédente. On y relève que l'exploitation de Concorde s'est soldée une nouvelle fois par un bénéfice de 62 millions de francs. Voilà qui nous amène tout naturellement à la météo financière avec Henri Leray, et l'on relève aujourd'hui un très léger recul du dollar. Oui, très léger, car le dollar est resté très ferme sur les marchés européens, avant de se replier légèrement à l'ouverture de New York. Toujours pas d'intervention des banques centrales pour défendre les monnaies européennes, et statu quo à Paris à 9 francs 75. La relance sur l'activité du bâtiment, annoncée par le président de la République hier soir, a donné un petit coup de fouet à la Bourse de Paris. Les investisseurs ne se bousculent pas en ce moment, mais les valeurs françaises ont gagné 0,5%. Pas d'excitation non plus à New York. Wall Street n'attend pas de décision spectaculaire de la réunion des ministres des Finances de Washington. Là aussi, les acheteurs ne se pressent pas. Aujourd'hui à Washington, donc, les ministres des Finances des 5 plus grands pays industrialisés se sont réunis pour discuter de la situation monétaire. On dit qu'ils pourraient envisager des concertations de leur banque centrale pour déjouer la spéculation et calmer le dollar. On dit encore qu'ils pourraient soutenir l'or en sérieuse difficulté depuis quelque temps, d'où la prudence des opérateurs aujourd'hui. Mais on sait aussi que les Américains préfèrent laisser faire les marchés. Pour eux, si le dollar est fort, c'est parce que l'économie américaine est forte. Même la situation de l'endettement mondial plaide en faveur d'un dollar fort, car si les pays du tiers-monde voient s'alourdir leurs dettes, ils profitent aussi
ne l'avantage d'échanges pour accroître leurs exportations. C'est une vision toute américaine du problème. Il fallait bien que je vous le précise. La météo confirme l'arrivée d'un léger redoux sur la façade atlantique du pays. Cela se traduira par un temps très nuageux de la Normandie au Languedoc, accompagné de neige au nord de la Loire et de pluie plus au sud. Les températures redeviennent positives sur le sud-ouest. Ailleurs, on relèvera encore des minima de l'ordre de moins 10 degrés cette nuit dans le nord et dans le centre. Il y avait un quartet cet après-midi à Cagnes-sur-Mer, l'arrivée 20, 14, 7 et 21. Il rapporte dans l'ordre 95 106 francs et dans un ordre différent 7 925 francs 50. Il y avait un non partant le 15 et si vous l'avez joué dans votre combinaison, vous gagnerez 3 962 francs 50. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h35. Excellente fin de soirée sur la 3 qui nous propose maintenant un très beau film de Bertolucci, La Luna. Avant cela, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. À demain et bonsoir. François Mitterrand vient de partir pour la Nouvelle-Calédonie où il arrivera samedi matin. Le bâtiment et les travaux publics attendent la relance promise hier soir par le chef de l'État. Jean-Pierre Fourcade, l'invité de Soir 3 à la tentation social-démocrate, apparaît aussi bien chez François Mitterrand que dans une partie de l'opposition. 10 ans après la loi Veil, il y a encore des avortements clandestins en France.